et bonjour à tous. Hop, on va commencer du coup le webinaire. Je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, normalement, c'est bon, vous voyez bien mon écran. Voilà, ça arrive, c'est parfait. Voilà. OK. Donc, je vais commencer par une petite innovation, un pôle de compétitivité de la filière agri-agro basée dans le sud-ouest de la France, avec des bureaux à Toulouse, Montpellier, Bordeaux et Limoges. Nous, on est spécialiste d'innovation, comme on aime bien dire, from farm to fork, donc sur toute la partie, toute la chaîne de valeur agri-agro, avec des spécialisations en fonction des tendances, donc sur l'agroécologie, la bioéconomie, tout ce qui va être transformation numérique, mais aussi sur le sol, l'eau, le climat, une alimentation sûre, saine et durable et des services alimentaires innovants. On accompagne les entreprises de notre réseau jusqu'au marché. Et pour quelques chiffres clés, voilà, on compte 350 membres, 5000 contacts, 20 employés au sein d'Agri Sud-Ouest Innovation. Alors, le déroulé de ce webinaire, donc d'abord, on va faire une première étape sur les usages de l'IA en agriculture, donc retour sur la rentrée du pôle. Le 2 octobre, on a organisé une journée IA AgriTech. Et l'idée culture. En deuxième temps, Eva va nous présenter un peu ce qui se passe au sein des industries agroalimentaires, point qu'on a un petit peu moins évoqué lors de la rentrée du pôle. Et enfin, Philippe Stop d'ITK nous fera une partie IA et agriculture, quelles avancées depuis le rapport Villani. Voilà, il apportera un regard d'expert sur ce troisième temps. Alors, on commence avec les usages de l'IA en agriculture. Alors, l'idée, c'était que je me fasse un petit peu le porte-parole et une synthèse de ce qui a été dit le 2 octobre, retour de témoignages et d'expériences de la rentrée du pôle. Donc la rentrée du pôle, il y a eu 4 tables rondes le matin. La première, c'était IA AgriTech mode d'emploi. Donc on plante le décor de ce qui se passe en ce moment sur l'IA pour le monde agricole. La table ronde 2, c'était produire autrement, IA dans les champs. Donc là, on a eu des témoignages de Telespazio, Kubota, 200 Gosses et RAGT2N. Table ronde, c'était transformer l'industrie, donc l'IA en interne dans une entreprise, comment on arrive à augmenter la performance de son entreprise avec Arteris, Phytocontrol et 200 Gosses. Et la dernière table ronde, c'était se faire accompagner donc par Agri Sud-Ouest Innovation, ADOC et BPI France. Alors, l'IA dans l'agriculture, c'est un point, enfin, on peut voir que l'IA, elle est présente partout dans l'agriculture. Donc, au début, avant la production, on va avoir sur tout ce qui va être phénotypage et adaptation au terroir avec le changement climatique. L'analyse des sols et du climat, prévision météo. Donc, en fait, on voit qu'on capte beaucoup de données. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer d'en faire des modélisations et des prévisions sur les mois, voire les années à venir. Une idée de planification de semis et de rotation de culture. Donc, c'est-à-dire réussir à s'adapter sur un endroit donné, sur un terroir spécifique. Quelles sont les meilleures rotations de culture, quels sont les meilleurs semis à choisir pour nos champs, à un endroit géographique précis. Pendant la production, donc là, c'est des sujets qui sont pas neufs, mais qui s'améliorent au fil des années avec avec l'IA, quoi. Donc, on a tout ce qui va être drone, capteurs connectés. Donc là, ça permet de suivre les cultures, les ravageurs, les maladies, les adventices. Donc, l'idée, c'est qu'on arrive avec plus de précision à détecter de manière précoce des maladies, des adventices, voire des ravageurs. Donc, pareil, l'agriculture de précision, pendant la production, c'est pas un point qui est nouveau, mais l'idée, c'est de toujours être le plus précis possible grâce aux données qu'on acquiert au fil des années. Donc là, ça va être la gestion et la génération d'indicateurs agronomiques comme l'irrigation ou la fertilisation. Et après, tout ce qui va être robotique agricole avec le désherbage, la récolte, la pulvérisation. Et ensuite, en post-production, on va avoir tout ce qui est prédiction aussi des moments, du meilleur moment de récolte, le tri et le classement de la récolte automatisée et la surveillance de stockage, notamment autour des silos où là, il y a des enjeux sur les silos. Donc, ça va être des capteurs d'environnement dans le silo et aussi des capteurs de suivi de la quantité. Et ensuite, il y a tout un pilier qui va être transversal et qui va être
autour de ces 3 moments avant la production, pendant et après la production, ça va être transversal. Donc, il va y avoir tout ce qui est valorisation du système d'information interne pour fluidifier les process et de la maintenance prédictive pour prévenir tout ce qui peut être panne ou problème technique sur les outils qu'on utilise. Et donc, pourquoi en fait on utilise de l'IA en agriculture? L'idée, ça va être de produire mieux, de produire plus et de produire plus durablement. Alors là, je vous ai sorti quelques chiffres donc de l'IA en agriculture. C'est le dossier de presse qu'Isagri a réalisé en février 2025. Voilà, donc elle a posé des chiffres sur des choses. Enfin, voilà, Isagri a réussi à poser des chiffres sur des indicateurs. Donc, par exemple, la valeur du marché mondial de l'agriculture de précision en 2023, c'est 10,1 milliards de dollars. On a 18% des exploitations agricoles qui utilisent déjà des solutions basées sur l'IA en France. 50% des tâches agricoles mécanisables sont compatibles avec des solutions automatisées utilisant de l'IA. Et enfin, l'IA en agriculture. Enfin, voilà, pour finir sur ces chiffres-là, on voit une augmentation de 25% des rendements et une diminution de 20% des pertes de récolte, de 30% des coûts d'intrants et de 40% de l'impact environnemental des exploitations. Alors tout ça, on savait que ça existait grâce à l'IA, mais là, on a réussi à poser des chiffres sur ces indicateurs-là. Et l'idée, en fait, c'est donc grâce à toutes les données qu'on a, comment on fait pour augmenter encore ces chiffres donc d'augmentation des rendements et de diminution des coûts de rendement, des pertes de récolte et de l'impact environnemental. Alors, l'IA, on le sait, il y a aussi des points de vigilance à avoir et qu'on commence à connaître au fil du temps, notamment sur la partie données. Donc, il faut qu'elle soit de qualité, à qui elle appartient et sécurisée. Et hier, j'ai même entendu lors des conférences du TDD que la propreté aussi de la donnée, pour avoir une analyse qui est fiable, il faut qu'elle soit aussi propre et bien enregistrée. Ensuite, il y a la partie valorisation de la donnée. Donc, ça fait des années qu'on collecte cette data. On n'est pas obligé d'attendre 3 ans pour avoir de nouvelles data. On peut aussi utiliser la donnée historique qui existe déjà. Et enfin, les 2 piliers qui m'ont paru pertinents, ça a été l'acceptation sociale et la formation. Donc, c'est-à-dire en interne, comment on arrive à sensibiliser des gens du personnel, des salariés qui pourraient être réticents à l'entrée de l'IA dans l'entreprise. Et donc là, ça passe par de la sensibilisation et de la formation des équipes en interne. Et ensuite, une partie donc qualification des bons partenaires. Et pour ça se fait donc selon plusieurs étapes. La première, ça va être identifier mes besoins en entreprise, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que donc trouver le bon interlocuteur qui va vous permettre de choisir la bonne méthode, en sachant que l'IA, faut pas en mettre partout et c'est pas toujours la seule solution qui existe sur le marché actuellement. Et voilà, choisir le bon interlocuteur pour être sûr d'être bien orienté vers ce qu'on veut faire en interne. Et donc pour terminer sur cette partie un petit peu de synthèse de la rentrée du pôle du début octobre, comment on se fait accompagner dans notre transformation numérique? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Donc il y a le montage de projets innovants et nous, Agri Sud-Ouest Innovation, on peut vous accompagner là-dedans avec notamment les appels à projets des pionniers d'IA. Il y a plusieurs échéances qui vont arriver sur 2026, notamment le 10 mars et le 9 juin. Ensuite, il y a Occitania dans lequel s'inscrit ce TDD d'hier et d'aujourd'hui. Donc voilà, Occitania, c'est guichet unique pour accompagner les TPE, PME et ETI d'Occitanie vers la transformation numérique, avec des outils qui sont mis à disposition. Donc un outil d'autodiagnostic en ligne que vous trouvez sur le site internet d'Occitania, mais aussi des outils avec des diagnostics qui sont plus poussés, que je vous invite aussi à réaliser avec les équipes d'experts numériques d'Occitania, en sachant que toutes les premières étapes sont gratuites, prises en charge par l'Union européenne. Et enfin, il y a d'autres entreprises aussi qui fournissent des diagnostics d'évaluation, comme celui de BPI France. Voilà, je vous ai mis mon contact sur cette slide. Je vous laisse me contacter si vous avez des questions. Et maintenant, je laisse la parole à Eva Mamé.
Hop, j'arrête le partage. Bonjour à toutes et à tous. Merci Emma pour ta présentation. Je partage mes slides. C'est pas ça. Est-ce que vous voyez bien mes slides? C'est bon pour vous? Pas Je- encore. J'arrive. Ah, Ok. c'est blanc pour l'instant. Ouais. Pas encore. Ah, ça y est. C'est bon? Oui, Ok, c'est bon. donc a priori, j'ai un réseau qui n'est pas très efficace ce matin, donc si jamais ça bug trop, peut-être Emma, tu pourras faire le partage, enfin, n'hésitez pas à me le dire. Je ne vois pas vos têtes, j'ai que ma présentation devant moi, donc si vous voulez interagir ou me dire s'il y a un bug, n'hésitez pas à activer votre micro. Donc du coup, moi, donc pour faire suite à la présentation d'Emma, donc tout d'abord, je me présente, Eva Mamé, je suis chargée de projet européen pour le pôle Agri-Sud-Est Innovation depuis maintenant bientôt 3 ans. Et en l'occurrence, là, j'aimerais vous présenter un petit peu qu'est-ce qui se fait en termes d'innovation numérique dans le secteur agroalimentaire, sachant que du coup, cette présentation va s'appuyer sur les enseignements et les projets qu'on aura financés dans le cadre du projet européen i5. Hop. Ok. Donc tout d'abord, le projet européen i5 s'inscrit dans un partenariat pour lequel Agri-Sud-Est Innovation est partenaire qui s'appelle Smart Solutions for Agri-Food et qui permet de soutenir les investissements dans justement tout ce qui va être solutions technologiques et numériques dans le secteur agroalimentaire. Ce partenariat donc, a été créé en 2017 et rassemble aujourd'hui 42 partenaires, aussi bien des centres de recherche et des clusters. Et ces partenaires-là proviennent donc de 17 régions européennes différentes. Donc, c'est un soutien à l'innovation numérique pour rendre les entreprises agroalimentaires plus durables et plus résilientes. Donc, le projet i5 donc est issu du partenariat Smart Solutions for Agri-Food, pour lequel le pôle appartient. Tu peux aller à la slide prochaine, s'il te plaît. Voilà, donc du coup, qui traite des défis spécifiques, donc des challenges qu'on rencontre dans le secteur agroalimentaire que vous connaissez tous, qui concernent notamment l'efficacité des ressources, le contrôle qualité, la production de produits alimentaires durables et la sécurité des aliments. Et pour ce faire, dans le cadre de ce consortium-là, de ce partenariat, on a identifié des thématiques prioritaires qui sont l'installation de capteurs, notamment pour surveiller en temps réel les paramètres de contrôle critique de vos procédés, l'intégration et la mise en œuvre de ces capteurs, la gestion intelligente des données et enfin la connectivité au sein des entreprises agroalimentaires et ce, dans toute la chaîne de valeur alimentaire. Et du coup, on a également l'axe transversal qui est donc de l'intégration de l'humain au sein même de ces procédés. Je vais aller sur la slide prochaine. Donc, du coup, pour en revenir au projet i5, donc, ce projet a été monté dans le cadre de ce partenariat et en réponse à un appel à projet européen du programme Horizon Europe. Donc, le projet a démarré en décembre 2022 et se termine à la fin du mois. On est sur un budget assez important, financé à 70% par la Commission et regroupant 33 partenaires, des clusters, des centres de recherche, formation, transfert, des agences régionales et 18 PME. Tu peux aller à la slide prochaine. Et du coup, sont représentés 9 pays et 39 régions dans le cadre de ce projet, d'où l'aspect interrégional de ce projet-là. Prochaine slide. Voilà. Les objectifs du projet i5, donc ça va être notamment de développer l'innovation, donc en mettant en œuvre et commercialisant des solutions numériques innovantes pour répondre aux défis que j'ai cités précédemment, mais également du coup en favorisant la double transition verte et numérique des entreprises du secteur agroalimentaire et tout ça dans la stratégie établie par le partenariat. Du coup, on va supporter et supporter des investissements qui seront portés par essentiellement des PME. Donc, on a 9 projets de démonstration qui ont pu être déployés dans le cadre du projet et 16 projets d'innovation avec 27 PME impliquées qui ont pu être financés grâce au projet, grâce à ce qu'on appelle le financement en cascade ou le cascade funding pour ceux à qui ça parle. C'est-à-dire qu'une partie du budget d'i5 a permis de lancer nos propres appels à projets et de sélectionner des PME qui ont touché des financées à 100% de 60 000 € chacune pour pouvoir tester
et déployer des solutions numériques en conditions réelles sur leur ligne de production. Tu peux aller à la slide suivante. Voilà, donc c'est... oh, pardon. Donc, du coup, on a pu identifier 3 moteurs principaux de l'innovation numérique. On a tout d'abord la durabilité des processus, la productivité, la réduction des coûts et finalement la sécurité des aliments et l'assurance de la qualité. Tu peux aller à la slide prochaine. Donc, tout d'abord, concernant l'amélioration de la durabilité des processus, donc on a une forte demande de la part des entreprises pour l'optimisation énergétique, comme vous le savez, mais également limiter les consommations en eau et limiter les consommations en matières premières. Donc, pour cela, on a pu suivre des projets qui utilisaient donc des technologies numériques pour suivre en temps réel et automatiser les processus pour permettre d'améliorer la durabilité de ces processus-là. Donc, du coup, pour illustrer ces propos, je vous propose de faire un focus sur 2 projets qui ont été financés dans ce cadre-là. Slide suivante. Donc, le premier projet concernait une entreprise de Slovénie et déployait en fait un système d'analyse qualité qui était basé sur l'IA pour détecter les anomalies et retirer automatiquement les bouteilles défectueuses sur la ligne de production. Donc, ce projet-là utilisait des technologies comme l'Edge AI ou des caméras industrielles intelligentes qui permettaient donc un suivi du contrôle qualité en temps réel sur des lignes à haute cadence. Et cette technologie-là a été déployée de sorte à ce qu'elle puisse être adaptable à d'autres secteurs de l'emballage. Comme impact, on a pu avoir donc plus de 90% de précision, ainsi qu'une réduction de 90% des produits non conformes mis sur le marché. Et donc finalement, ce qui amène à une forte baisse des déchets plastiques et de la consommation énergétique. Slide suivante. Ouais, merci. Un deuxième projet portait quant à lui sur le traitement et la réutilisation de l'eau sans produits chimiques, dans le but d'éliminer des produits chimiques polluants pour l'industrie agroalimentaire et obtenir ainsi une surveillance microbiologique en continu. Donc là, pareil, en termes de technologie, donc on avait un certain nombre de capteurs qui pouvaient collecter les données en temps réel avec une plateforme de contrôle intelligente et se basant notamment sur des algorithmes prédictifs, ce qui permettait d'avoir non seulement une traçabilité complète de la qualité de l'eau, mais également une gestion à distance et puis finalement, en fait, pouvoir utiliser cette eau traitée pour d'autres procédés. Comme impact, ici, on a pu obtenir jusqu'à 80% d'économie d'eau, ce n'est pas négligeable, et limiter, en tout cas supprimer totalement les désinfectants chimiques utilisés précédemment. Et finalement, on a pu donc économiser des tonnes de CO2 qui étaient émis chaque année et en termes de budget, économiser plus de 50 000 € par an. Voilà, donc un autre moteur de l'innovation concerne cette fois-ci le renforcement de la sécurité des aliments. Donc là, pareil, on peut utiliser un certain nombre de technologies, capteurs, vision par ordinateur, etc., pour améliorer la sécurité des aliments, détecter les non-conformités et voilà, et avoir des aliments sains. Pour cela, donc en fait, on a des technologies qui permettent donc de fiabiliser les contrôles et de répondre notamment aussi aux normes européennes. Donc là, hop, slide suivante, s'il te plaît. J'ai l'exemple à vous donner du projet Tox Detect qui est porté cette fois-ci par une entreprise landaise qui s'appelle Antarctic Food et son partenaire Captic qui traite de la détection des plantes toxiques dans les légumes surgelés. Donc voilà, là, on a une technologie qui utilise la vision IA pour détecter en fait les défauts et les plantes toxiques pour avoir du coup un suivi en temps réel sur les lignes de production, des alertes immédiates remontées aux opérateurs, ce qui permet ainsi d'avoir plus de 350 tonnes de haricots préservés par an, ce qui correspond à une somme de 63 000 € économisés, sur une technologie qui a atteint 95% de précision et une meilleure sécurité des aliments. Et enfin, dernier moteur de l'innovation sur la réduction des coûts et l'amélioration de la productivité. Donc là, pareil, on va chercher à optimiser les procédés, limiter les pannes, automatiser les tâches répétitives pour réduire les coûts et augmenter l'efficacité des procédés et améliorer la compétitivité des entreprises. Donc là, j'ai 2 projets à vous présenter pour illustrer ces propos. Donc le premier projet, Egg AI, je peux aller sur la slide. Voilà, parfait. Qui traite de la prévision de consommation alimentaire et planification optimisée.
donc là, l'intérêt étant d'optimiser la restauration collective en ayant une meilleure gestion des repas sur la planification des repas, meilleure gestion également des stocks et optimisation des opérations. Donc là, pareil, un certain nombre de technologies, je ne vais peut-être pas entrer dans le détail, mais notamment l'utilisation d'auto-encodeurs, donc un réseau de neurones, de transformers et de RN, ce qui permet donc d'obtenir 80% de réduction du gaspillage alimentaire, 60% d'amélioration de l'efficacité opérationnelle et 25% d'économie globale, ce qui permet ainsi une baisse des émissions jusqu'à 30%. Un autre projet sur le vin qui consistait à optimiser la fermentation du vin et donc ainsi réduire l'empreinte carbone. Donc ici, on a l'utilisation de capteurs avancés ainsi que d'un système de jumeaux numériques. Donc, pour ce faire, en fait, ils ont installé un certain nombre de réfractomètres automatiques qui ont pu faire remonter des données et s'appuyer ainsi sur des modèles prédictifs, ce qui permet donc d'avoir une prédiction de la qualité, un suivi en temps réel et un contrôle pour l'avancée du processus. Donc, des processus mieux maîtrisés, une meilleure performance environnementale et un outil d'aide à la décision sur l'aspect œnologique du vin qui a été produit. À la slide prochaine. Donc, pour conclure un peu là-dessus, sur les enseignements et tendances, on voit bien qu'au sein des entreprises, donc nous, en fait, toutes ces informations se sont basées sur les projets financés, mais également sur la centaine de candidatures qu'on a reçues au travers des différents appels à projets. Donc, on voit bien qu'il y a des besoins qui sont convergents entre les pays et entre les différentes filières du secteur. On a des technologies qui dominent, voilà, l'installation de capteurs pour avoir des données en quantité et des données de qualité, l'utilisation de l'IA dans plusieurs processus et on a également pas mal de projets qui utilisaient des jumeaux numériques. Les objectifs sont clairs, gagner en efficacité, ce qui représentait la plupart des projets qui ont été déposés, puis en qualité, en sécurité, en durabilité des processus. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une importance croissance de collecter le plus de données possible, mais de certifier aussi la qualité de ces données-là et d'avoir des outils qui soient interopérables entre différentes filières. Et voilà, et du coup, juste pour faire un petit récapitulatif avant de clôturer cette session, donc voilà, l'IA, concrètement, où est-ce qu'elle se situe dans ces procédés-là? Donc, on retrouve l'IA dans les capteurs intelligents, dans l'IA embarquée, donc pour un suivi en temps réel. Donc, on a des technologies telles que l'IoT, l'Edge AI ou les capteurs avancés qui permettent de suivre tout ça. J'ai l'exemple d'un projet qu'on avait accompagné le pôle qui visait à déployer des mini-usines mobiles pour transformer sur place des fruits et légumes en purée. Donc là, c'est pareil, on avait donc ces mini-usines étaient équipées de systèmes avancés d'acquisition de données. Et grâce à un accès et à une supervision à distance, en fait, on pouvait contrôler en temps réel l'efficacité des procédés de ces mini-usines-là qui étaient du coup installées tout près des champs pour avoir une logistique optimisée. On retrouve également l'IA dans la modélisation prédictive et les jumeaux numériques. Donc là, on l'a vu dans le projet précédent sur le vin, mais ce qui permet donc de prédire la qualité des produits et d'optimiser pour certains autres projets la consommation énergétique, par exemple. On a également l'IA dans des outils d'aide à la décision, donc avec l'exemple du machine learning, ce qui permet de l'analyse de données et l'optimisation des formulations. Enfin, on retrouve l'IA dans la robotique intelligente, donc ce qui permet de gagner en efficacité sur des procédés qui sont parfois un peu pénibles pour les opérateurs. Typiquement, les procédés de découpe, de tri des produits parfois un peu sensibles, etc. Et également pour le packaging, évidemment. Donc là, on peut retrouver sur les lignes de production des cobots ou des systèmes de vision 3D. Donc, et enfin, l'IA qu'on retrouve dans la vision par ordinateur, pareil, pour détecter les défauts, pour trier les produits, suivre les procédés en temps réel. Donc pour cela, on peut installer par exemple des caméras RGB, mais également utiliser des réseaux de neurones. Donc là, pareil, le pôle Agri-Sud-Ouest a accompagné un projet là-dessus sur l'installation, enfin en tout cas la mise en place d'un système, d'un robot intelligent qui triait les champignons en fonction de leur taux de leur maturité et qui est assisté par un système de vision par ordinateur et de caméras spéciales pour justement en fait trier les champignons et après un robot qui permettait de les placer sur la ligne de production en fonction de leur maturité. Et voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute et puis je laisse la main à Philippe.
Merci Eva. Ah, parfait, merci. Donc, on va passer à la dernière partie de ce webinaire. Est-ce que vous le voyez bien, mon PowerPoint? Alors, pas encore. Pas encore. Alors, est-ce que je suis sur la bonne fenêtre? Maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Merci. Je vais déjà commencer par me présenter et déjà remercier Agri Sud-Ouest Innovation et ADOC pour m'avoir invité. Je suis donc Philippe Stopp, l'acteur scientifique un des rares représentants du monde numérique dans cette académie, ce qui du coup me donne l'occasion d'organiser régulièrement des séances de veille sur les sujets touchant à l'IA. On en verra un exemple tout à l'heure. Donc ITK, on est une société, une PME basée à Montpellier, qui a une vingtaine d'années maintenant, on a à peu près 70 personnes, plus une équipe d'une dizaine à Rennes. Et notre métier, c'est de développer des outils d'aide à la décision, essentiellement pour les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi leur environnement, coopératives agricoles en particulier, pour les aider à optimiser leurs pratiques, aussi bien sur le plan technique que sur le plan de l'impact environnemental. Et pour ça, on mobilise depuis le début les techniques de l'IA, puisque il ne faut pas oublier que l'IA, c'est pas né il y a 4-5 ans, et ça existe déjà depuis une cinquantaine d'années, et c'est appliqué depuis presque aussi longtemps en agriculture. Alors il se trouve que justement, en tant qu'utilisateur d'IA en agriculture, au rapport de la mission Villani qui avait lieu en 2017-2018, qui avait formulé des recommandations pour la stratégie intelligence artificielle de la France. Et cette mission a vraiment privilégié l'agriculture, qui faisait partie des 3 secteurs qui lui paraissaient prioritaires pour développer l'intelligence artificielle et faire vraiment de la France un leader dans ce domaine. Alors, à l'époque, il y avait 7 recommandations qui avaient été formulées par le rapport. Je les ai listées rapidement ici, on y reviendra après, plus en détail pour voir ce que ça a donné. Mais juste pour résumer un peu les aspects principaux déjà, il y avait des recommandations, je dirais, assez classiques pour le rôle de l'État pour soutenir une activité, de financer la R&D sur ces sujets, en particulier sur les secteurs qui utilisent le plus massivement l'intelligence artificielle, qui sont la robotique et les capteurs agricoles. Il y avait aussi l'idée de développer la couverture réseau nécessaire pour l'agriculture connectée, puisqu'on butait à l'époque un peu sur le fait que pour collecter beaucoup de données sur les parcelles agricoles, il faut avoir des réseaux pour transmettre ces données, et qu'il y a un peu une déficience à ce niveau-là. Donc là, on était sur une idée de support de la création d'infrastructures, et aussi dans les rôles classiques de l'État. Et puis, il y avait un sujet qui était un peu plus nouveau, c'était d'essayer en fait de faciliter et de faire émerger un marché des données agricoles, parce que ça faisait partie des points qu'on avait soulignés dans notre contribution à la mission. C'est qu'un des facteurs limitants vraiment de développement de l'IA dans l'agriculture, c'est la disponibilité des données. Bon, faut situer aussi un peu ce rapport dans ce contexte, donc 2017-2018. En fait, ça tombait pile à un moment où il y avait déjà eu un peu un premier glissement autour des sujets d'intérêt sur l'agtech agricole. Il y avait eu une première vague vers 2014-2015 où le grand sujet, c'était l'entrée de l'agriculture dans le monde du big data. C'était vraiment le terme, le mot-clé qui était à la mode à ce moment-là. Et puis très vite, en fait, donc c'est là qu'on en arrivait donc de 2016 à 2018, en gros, on est passé vers l'IA. Parce que le big data, j'ai tendance à traduire ça par gros tas de données. Avoir un gros tas de données, c'est bien, mais si on n'a pas les outils pour chercher dans ces bottes de foin l'information vraiment pertinente, ça n'a pas de valeur. Et donc, ce qui est important, en fait, c'est les techniques d'intelligence artificielle qui permettent de travailler de grandes quantités de données. Et donc, c'est bien à ce stade de la réflexion qu'on était à ce moment-là. Maintenant, le sujet en vue, là, depuis 2-3 ans, vous le connaissez tous, c'est une forme particulière d'IA, l'IA générative. Maintenant, plus personne nous demande à ITK si on fait de l'IA. Ce qu'on nous demande, c'est qu'est-ce qu'on fait en IA générative. Et en fait, c'est vrai que c'est un sujet complètement nouveau. Le terme n'était même pas évoqué une seule fois dans le rapport Villani. Ça a émergé depuis, et on va voir un peu sa position
par rapport aux questions qui étaient traitées au moment du rapport Villani. Alors déjà, s'il faut rappeler, on l'a rappelé, hein, l'important pour l'intelligence artificielle, c'est déjà la quantité de données dont on dispose. Et de ce point de vue, pour prendre des décisions en agriculture, on doit rassembler des données d'effectifs très différents, en fait. Depuis une vingtaine d'années, c'est justement la notion de big data qui avait été émergée en premier. On commence à avoir effectivement des masses de données, en particulier des données de télédétection grâce aux images satellites, qui nous permettent de connaître à grande échelle l'état des cultures. Il y a également les données météo, les modèles météo qui font qu'on peut, à tout moment, à n'importe quel endroit du globe, récupérer des informations sur la météo en cours, des prévisions météo, récupérer des historiques. Donc, dans ces deux domaines-là, on est vraiment clairement sur le domaine du big data, où on va pouvoir mobiliser la technique REN là, qui s'est développée ces dernières années, qui est le deep learning, donc les réseaux de neurones profonds, qui sont très exigeants en quantité de données. Par contre, à l'autre bout du spectre, toutes ces données sur l'environnement de l'agriculture, ça ne nous sert pas à grand-chose si on n'est pas capable de mettre en rapport avec les pratiques réelles des agriculteurs qu'ils ont implanté à l'endroit de leur ferme. Savoir qu'est-ce qu'ils ont mis quel est le sol de leur parcelle, quelle variété ils ont semé, à quelle date. Et là, c'est des données qui restent pour l'instant très... Il y a un intermédiaire qui commence à se développer, c'est en fait, ces informations locales sur les exploitations, elles commencent à émerger avec le développement de capteurs connectés, mais pour l'instant, ça reste quand même sur des quantités de données beaucoup moins importantes que celles qu'on a aux échelles supérieures. Et derrière cette problématique de quantité de données, il y a forcément des techniques d'intelligence artificielle différentes à mobiliser. Parce que sur les secteurs donc, où on a beaucoup de données, comme donc la télédétection, là, effectivement, on est à l'aise avec des techniques de deep learning, pour donner un ordre de grandeur, en général, pour avoir un modèle prévisionnel qui marche correctement, qui soit robuste, avec du deep learning, il faut avoir plusieurs centaines de milliers de références, plusieurs millions sont toujours mieux. Alors qu'en agriculture, comme je le disais, ça faisait déjà depuis 20 ans qu'on utilisait des modèles prévisionnels, mais avec des formes plus anciennes d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'IA symbolique, qui formalise en fait les raisonnements humains. L'exemple typique en agriculture, c'était les modèles de culture comme STIX de l'INRA. Et avec ce type de techno, on arrive à avoir des modèles prévisionnels qui tiennent la route, avec simplement quelques centaines de références. Si c'est vraiment, par contre, des références acquises avec avec des données très précises et de très haute qualité. Et donc, pour ces quantités de données, c'est plus les approches symboliques anciennes qui restent idéales. Puis pour les masses de données intermédiaires, comme celles par exemple qui viennent des capteurs dans les exploitations, là souvent, quand on est de l'ordre de quelques centaines à quelques milliers de données, c'est des techniques plus légères que le deep learning qui vont être les plus robustes, hein. En particulier, on utilise beaucoup, on le verra dans les exemples qui suivent, des algorithmes de machine learning du type forêt aléatoire, le XGBoost par exemple. Enfin là, nos salariés spécialistes des données à une sorte de nouvelles méthodes tous les mois quasiment. Il y a le choix, mais il y a une large palette d'outils, en fait, qu'on est souvent amené à mobiliser conjointement pour obtenir une réponse fiable à donner aux agriculteurs. On va prendre un peu quelques exemples qui concernent ITK, mais on va voir que c'est un cas quand même assez général au domaine de l'intelligence artificielle utilisée pour l'agriculture, hein, par opposition à l'agro-industrie, sur les exemples qu'on a vus précédemment. En général, on a beaucoup de données sur les process industriels. Pour nous, c'est le cas pour certains domaines. Par exemple, pour nos capteurs de monitoring des troupeaux, là, on a effectivement beaucoup de données parce qu'on a quand même 300 000 capteurs actifs qui envoient des données toutes les 30 secondes, toutes les 5 minutes. On a, sur des événements fréquents dans la vie d'une vache, comme la chaleur ou les vélages, là, on peut vraiment accumuler des quantités importantes de données. Et ça nous a permis de booster vraiment les résultats de nos capteurs. Ils ont été développés initialement pour la détection de chaleur, hein. C'est des accéléromètres fixés autour du cou des vaches. Pendant les périodes de chaleur, la vache est très agitée, donc c'est assez facile de détecter ce moment. Et à l'époque, du coup, vers 2010, on travaillait avec des algorithmes qui avaient été définis par expertise humaine, hein, par méthode de filtrage des données. Après, on s'est dit que nos capteurs, ça serait bien aussi qu'ils fassent la détection du vélage. Et là, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que là, il y a des mouvements beaucoup moins typiques. Quand on regardait les courbes d'agitation de nos vaches, là, sur les exemples qui sont là,
le trait rouge, ils sont tous calés sur le trait rouge qui représente le moment du vêlage. On voyait bien que les courbes étaient un peu différentes dans les heures qui précèdent. Mais par expertise humaine, on n'a jamais réussi à avoir un algorithme fiable pour prédire le vêlage avec ces accéléromètres autour du cou. Et ben, quand on a commencé à utiliser des réseaux de neurones avec, ben, finalement, on a réussi assez facilement à avoir enfin une détection de vêlage par l'accéléromètre porté autour du cou. Donc c'est un exemple typique de la façon dont l'intelligence artificielle, par l'analyse des données plus fines qu'elle permet, a permis de booster complètement l'usage qu'on pouvait faire de capteurs qui existaient déjà depuis longtemps. Il y a d'autres domaines, par contre, où on n'a toujours pas assez de données pour pouvoir utiliser des réseaux de neurones profonds, ou en tout cas pas sur l'ensemble du cycle de décision. C'est par exemple la prévision de rendement des cultures, hein. C'est un sujet qu'on travaille avec le groupe coopératif Land O'Lakes aux États-Unis. On leur fait des prévisions de rendement pour le maïs, le blé et le soja à l'échelle de l'ensemble du Midwest, à l'échelle du county, mais sur l'ensemble du Midwest. Et pour ça, on combine à la fois des données issues d'images satellites, hein, des indices de végétation qui sont calculés à partir d'images satellites. Et du coup, pour cette partie-là, les images satellites sont traitées en partie par des algos de deep learning, qui sont d'ailleurs pas forcément liés chez nous, hein, comme on peut récupérer d'autres partenaires, hein, comme Airbus. On combine à ça des indicateurs agroclimatiques qui sont dérivés de modèles mécanistes plus simplifiés, plus simples que ceux qu'on utilisait pour la prévision à la parcelle, pour la fertilisation par exemple. Tous ces indicateurs, on les brasse par des algorithmes de machine learning, en l'occurrence des forêts aléatoires, et c'est ça qui nous a permis d'obtenir les prévisions de rendement qui servent maintenant à la coopérative pour délivrer aux agriculteurs un service d'assurance indicielle pour garantir le rendement ou tout au moins la rentabilité de leurs exploitations. Donc, on a des sujets sur lesquels il a fallu combiner différents types d'intelligence artificielle pour progresser. Hop, pardon. Alors là, c'est des exemples tirés des activités d'ITK, mais c'est quand même un constat assez général pour les applications vraiment d'intelligence artificielle à l'agriculture, en particulier aux productions végétales en plein champ. Pour l'instant, on est sur des domaines où on reste sur des technos d'intelligence artificielle qui ne sont pas forcément les techniques reines dont on parle actuellement, hein, donc le deep learning, ni non plus l'IA générative. On reste plutôt sur des méthodes relativement rustiques, parce que le levier en fait des données agricoles issues du terrain n'est pas encore vraiment levé. Alors du coup, je le disais, maintenant, en fait, depuis 2 ans, on nous parle plutôt de l'IA générative, qui est effectivement une révolution, je pense, encore plus profonde dans les entreprises en général que l'arrivée des réseaux de neurones profonds, même si en fait ça n'est que la continuité sur le plan technique, mais sur le plan des usages, c'est vraiment un bouleversement. Mais du coup, l'IA générative, ça intervient pour l'instant en tout cas sur des cas d'usage complètement différents de ceux qu'on vient de voir. Là, dans tous les domaines qu'on a évoqués jusqu'à présent dans mon intervention, puis également dans celle d'Eva, on était dans le domaine de l'IA analytique qui sert à traiter des données complexes et en faire des modèles prévisionnels ou prendre des décisions. Donc c'est donc des formes d'intelligence artificielle où ce qu'on brasse, c'est essentiellement des chiffres. C'est pas le cas de l'IA générative, où là, l'idée, c'est bien de traiter du langage, et donc ça entraîne des bouleversements sur des tas d'activités que les entreprises agricoles mobilisent, hein, comme toutes les autres, hein. C'est générer des rapports, ça peut être générer du code informatique aussi, c'est bien entendu développer des éléments conversationnels euh, pour nos clients, pour faciliter l'utilisation de nos services, et bien entendu, je dirais comme comme les entreprises du monde agricole s'y mettent, comme toutes, parce que ça bouleverse complètement tous les modes de production et tous les modes de communication avec les clients. Mais de ce point de vue-là, pour l'instant, on ne sent pas encore vraiment émerger de problématiques particulières à l'agriculture. Je dirais, on s'y met comme tout le monde dans ce domaine. Cela dit, on garde quand même aussi en arrière-plan l'idée que l'IA générative, en particulier les grands modèles de langage, les fameux LLM, pourront peut-être sans doute nous aider par la suite pour aller plus loin dans l'IA analytique. Parce qu'un des problèmes sur lesquels on bute en ce moment pour répondre à toutes les problématiques techniques des agriculteurs, c'est qu'il y a des domaines pour lesquels on n'a pas des données aussi nombreuses et aussi structurées
que c'était le cas avec les techniques classiques d'agriculture raisonnée. C'est le cas en particulier pour l'agroécologie, qui se développe un peu en mobilisant des techniques très variées. C'est un domaine où on n'a pas de données expérimentales, ni souvent de mesures vraiment de quantification des techniques mises en œuvre, d'une précision chiffrée comparable à celle qu'on avait pour la mise en œuvre de l'agriculture intensive et de l'agriculture raisonnée classique. Donc c'est vrai qu'on a vu manque de données, hein, de façon générale, sur les pratiques agricoles. Et c'est vrai qu'on commence à travailler un peu sur la question de voir si les modèles de langage peuvent nous aider à faire des synthèses un peu plus précises que ce qu'on peut faire actuellement, par expertise humaine sur les données textuelles existant sur l'agroécologie. Donc il est probable que là aussi, hein, l'IA générative va nous permettre d'avancer sur ces sujets, mais pour l'instant, on ne sait pas encore dans quel sens. Puis on n'est même pas vraiment sûr que ça nous aide beaucoup, parce que, une fois encore, si on veut produire des modèles prévisionnels fiables, il faut quand même être capable de manipuler des chiffres de façon précise et correcte. Et là-dessus, bon, ce qui est clair, c'est que pour l'instant, ces fameux LLM, là, les Large Language Models, même s'ils sont très impressionnants en termes de communication, c'est vraiment des cancres en maths, et ça pourrait durer quand même un certain temps. Vous avez un petit exemple de test qui a été fait récemment avec ChatGPT 4. Si vous lui donnez des suites de chiffres entiers, et que vous lui demandez de les additionner ou de les multiplier, quand vous lui demandez encore de l'addition, ça fait illusion pendant quelques temps, avec jusqu'à 5 ou 6 chiffres à additionner, ça marche à peu près, mais les performances, les erreurs augmentent très vite sitôt qu'on dépasse 5 ou 6 chiffres additionnés. La multiplication, vous lui demandez de multiplier 2 chiffres, là aussi ça marche à peu près, mais 3, c'est déjà complètement mort. Alors, bien entendu, il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus. Tout ça, ça va sans doute progresser progressivement. Enfin, on ne sait pas encore quel va être le temps pour régler le saut technologique qu'il faudra pour avoir une IA de type génératif qui soit capable de gérer de façon fiable des données chiffrées. Il faut se rappeler qu'il y a, bien entendu, l'IA générative a avancé très vite. Il faut se rappeler aussi que ça avance par bond, puis que des fois, il y a des distances entre deux bonds, hein. L'exemple classique, c'est les IA appliquées aux échecs. Et, dans les années 90, grande merveille, on avait enfin un programme qui était capable de battre les meilleurs champions humains d'échecs. Il a fallu 20 ans pour arriver à faire la même chose avec le jeu de Go. Là, donc, pour l'instant, avoir une IA générative qui marche bien sur des chiffres, on va peut-être y arriver, mais on ne sait pas encore quand. Du coup, si on revient un peu aussi sur le bilan des recommandations de la mission Villani, je l'avais rappelé, hein, au début, il y avait une mesure classique, je dirais, qui mange pas de pain, enfin si, qui coûte de l'argent, c'était déjà de financer les entreprises innovantes dans le domaine de la robotique et des capteurs agricoles. Et là, il y a pas à dire, ça a été fait et bien fait, hein. Le plan France 2030 en particulier a permis d'apporter beaucoup de financement aux entreprises innovantes du secteur. Il y avait une autre idée aussi assez classique, qui était de développer des infrastructures. Là, par contre, c'était moins flagrant. Mais finalement, on peut pas dire que c'est vraiment gêné le développement du secteur, hein, parce que pour tous les capteurs connectés qui commençaient à se mettre en place dans les exploitations agricoles, du coup, on a fait avec l'existant, c'est-à-dire qu'en fait, ces capteurs connectés marchent le plus souvent avec des types des réseaux de connexion à bas débit, type LoRa, qui sont mis en place pas spécifiquement pour les capteurs, qui coûtent pas très cher, donc le coût paraît débitoire. Avec ça, au moins, on est sûr que ça marche parfaitement sur l'exploitation. Et finalement, c'était pas un besoin si fort que ça, on se débrouille sans trop de problèmes. Et comme je l'évoquais, par contre, ce qui n'a pas avancé du tout, c'est vraiment la centralisation et la possibilité d'échange des données agricoles. Là-dessus, il y avait eu effectivement des tentatives de soutien de l'État, hein. L'exemple le plus flagrant, puis le plus triste, c'est Agdata Hub qui avait été monté pour ça et qui n'a pas trouvé son marché. Et ce qui fait que du coup, faute d'avoir réussi à accélérer cette communication des données, la phase de moyen terme n'a pas pu avancer non plus. Pardon. Donc, pour résumer au final, hein, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit que finalement l'IA analytique s'est bien développée en agriculture, hein, ça y est, depuis 2018, c'est clair, ça se répand partout.
on peut dire que ça se banalise, mais que ça n'a pas non plus provoqué un changement d'échelle majeur pour ce qui est vraiment l'aide à la décision, au niveau des exploitations agricoles en tout cas, hein. On a vu là, une fois encore que dans l'industrie, ça change plus vite sans doute, mais que pour l'agriculture, ça risque d'être quand même encore assez long. Et tout ça parce qu'effectivement, le verrou du manque de données n'a pas encore été vraiment levé, et ça a plutôt été contourné là pour l'instant, tout comme le manque de réseaux de communication a été contourné par les réseaux bas débit privés. Là, de même, hein, pour l'IA appliquée à l'agriculture, on se débrouille avec des méthodes de machine learning qui finalement sont pas plus mal, et qui en plus ont l'avantage aussi d'être plus explicables que le deep learning, dont c'est le gros point noir. On sait que le deep learning, c'est extrêmement puissant quand on a beaucoup de données. Ce qui est toujours un peu angoissant d'ailleurs pour les utilisateurs, c'est que c'est des algorithmes complètement opaques, et on n'est jamais sûr qu'ils vont pas se mettre à délirer quand on veut les appliquer à de nouveaux domaines. Du coup, si on regarde un peu la conséquence de tout ça sur le développement de l'IA, bon, c'est clair, il y a pas de licorne en vue pour l'IA appliquée à l'agriculture, hein, pas en France, nulle part ailleurs non plus. Ça permet aussi de relativiser une des craintes qu'il y avait à l'époque du rapport Villani, hein. Nous, c'était un sujet sur lequel on était le plus challengé quand on avait apporté notre contribution ITK. Dès ce moment-là, on avait dit qu'on voyait pas trop la crainte là, que les GAFAM s'emparent du sujet et du coup verrouillent complètement le domaine. On sentait bien qu'il y avait peu de risques parce que c'est pas du tout dans leur modèle de travailler sur des marchés aussi pointus que l'agriculture, et aussi marginaux. L'exemple le plus évident de cet échec, hein, c'est celui de la plateforme FarmBeats que Microsoft avait poussé beaucoup. On avait même vu des pubs à la télé à un moment là-dessus, et qui a l'air d'être morte de sa belle mort. Enfin, en tout cas, on voit sur leur site, il n'y a rien qui a bougé depuis 2022. Là où il reste quand même des petites inquiétudes à avoir, c'est sur un peu une prise de contrôle du sujet par les fabricants de matériel, hein. On a vu que récemment encore, hein, il y a une alliance qui a été annoncée entre John Deere et de Laval, qui fait que s'il y a des gens qui peuvent capter éventuellement et verrouiller un peu le marché de l'IA agricole, c'est plus ces fabricants de matériel que les grands acteurs, que les GAFAM. Mais du coup, ça veut dire aussi que comme ces fabricants de matériel, par définition, ils font des offres qui favorisent les agriculteurs qui ont leur matériel, c'est pas forcément l'échelle intéressante pour les acteurs qui mobilisent vraiment des opérations nécessitant de l'IA sur le terrain. Je pense que ça reste vraiment une opportunité ouverte, hein, pour les acteurs comme les coopératives agricoles. Je vois pas, à titre d'exemple, nous on est en train de monter en ce moment une plateforme pour faciliter les opérations de décarbonation des exploitations laitières, qu'on monte en partenariat avec les entreprises du conseil agricole, du conseil en élevage français. Et on arrive très bien et plus facilement avec eux à centraliser les données et à utiliser les données et traiter les données de tous les agriculteurs d'une région donnée que n'importe quel fabricant de machinisme agricole. Et puis, le dernier point, bien entendu, l'IA générative, hein, c'est le sujet un peu qui devient maintenant le sujet qui attire les fonds. On va voir, pour nous, c'est un domaine qui est complètement disjoint chez nous, hein, on le travaille aussi, mais c'est sur des problématiques complètement différentes de l'IA analytique pour l'instant. Et ça va peut-être converger un jour, bien entendu, on continue à suivre ça, mais il n'est pas si évident que les deux sujets convergent très rapidement. Surtout quand on voit un peu les incertitudes qu'il y a en ce moment sur le risque d'un éclatement d'une bulle de l'IA qui pourrait ralentir les efforts de convergence de l'IA générative et de l'IA analytique, où les investissements seront sans doute très importants et amortis sur des marchés beaucoup plus restreints que l'IA générative actuelle. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon que je voulais faire, et le petit retour en arrière sur les 7 dernières années. Merci à vous, puis je pense que on peut ouvrir maintenant le moment des questions. Bonjour Philippe, alors on a très très peu de temps, on a pour peut-être poser une question, puisque on a juste le webinaire qui commence dans 2 minutes, le webinaire suivant. Donc voilà, une question et puis une réponse peut-être succincte. Peut-être tu veux la poser, Emma, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais si toi, Ouais. tu peux qualifier une question intéressante, et puis Philippe, si je te propose de répondre très rapidement pour pouvoir enchaîner sur la suite des webinaires. Ouais. Alors, j'ai vu la question de Philippe. D'ailleurs, Philippe, je vais prendre votre contact, comme ça, je vais me renseigner sur la première question que vous avez posée aussi sur le chiffre du dossier de presse d'Isagri.
Alors, vu l'importance économique, sociale et environnementale, pourquoi le thème de l'IA et agriculture ne devient pas une priorité nationale en R&D, souveraineté nationale pour anticiper les GAFAM ou autres, avec appel à projets flexibles, rapides et bien financés sur 3-4 ans? Bah, là-dessus, je le disais, en fait, honnêtement, on a quand même des financements importants et bah, l'appel à projet pionnier de l'IA là, qui a été relancé cette année, en est un nouvel exemple, hein, je pense franchement le facteur limitant n'est pas là, hein. Une fois encore, la difficulté, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à accélérer la circulation des données, les centraliser et ça, c'est difficile à au niveau d'un État, c'est plus les différents acteurs du métier qui peuvent le faire, hein. On a vu que, une fois encore, là aussi, bah, des initiatives comme Agnata Hub avaient été financées par l'État et n'ont pas réussi à développer ce secteur.